10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et bonsoir à toutes et à tous. On est en live sur Twitch pour le projet Soigne la toile, pour ce premier live 2023 d'AnimaFac. L'idée de ce live, c'est de parler avec Marie, qui est vidéaste et productrice sur Internet, avec Marion, qui est responsable communication de l'association Nightline, et avec Julien, qui est en duplex avec nous de Montpellier, de l'association Aileron, pour parler de la pratique des influenceurs et des influenceuses sur Internet, des personnes qui peuvent être ambassadrices ou ambassadeurs de nos projets associatifs et de comment on peut faire jouer l'influence des associations sur Internet positivement et négativement. Chacune des associations a travaillé avec des personnes influentes sur Internet ou influentes dans la vie. Marie est elle-même travaille elle-même sur Internet. Donc elle pourra aussi nous apporter son expertise, et c'est un projet qui est mené par AnimaFac depuis un peu plus d'1 an, avec le soutien du ministère de la Culture pour accompagner les associations à mieux utiliser Internet et favoriser les échanges entre les influenceurs, les influenceuses, les personnes dites connues et les associations qui portent des messages en général plutôt bienveillants et positifs. Marie, est-ce que tu peux parler de ton parcours personnel et de mon travail? Alors là, des formations professionnelles, je ne sais pas si en régie vous pouvez faire quelque chose. Apparemment, le son est en double sur le live. Ça commence. Je ne sais pas si vous avez un retour du chat en régie, mais je pense que ça peut vous être utile parce que souvent les gens le disent du coup quand il y a des petits soucis de ce côté-là. Carrément, moi je connais bien les associations parce que j'ai été responsable de la com d'AnimaFac à l'époque, tard l'époque, 2012 à 2014-2015 environ. Et c'est trop cool, quoi. C'est hyper riche comme milieu, il y a plein de gens hyper engagés. Et moi j'ai gardé cette curiosité de comment tu fais pour faire passer des messages auprès du grand public, parce que c'est ce qu'on essayait de faire au sein d'AnimaFac. Aujourd'hui, j'ai ma chaîne Twitch, effectivement, Marie Kigai, sur laquelle j'essaie de faire ça, faire passer des messages sur des problématiques de société qui sont assez larges. En général, on écoute ou on regarde un documentaire ou un reportage sur, je sais pas, la semaine dernière, on a parlé de fracture numérique, par exemple. On a regardé un documentaire sur la fracture numérique en France et je fais pause toutes les 10 secondes pour commenter, donner du contexte, rigoler avec le chat. Et je trouve que c'est un moyen trop intéressant de faire de la pédagogie sur des sujets de société. Et à côté de ça, je travaille avec des youtubeuses et des streamers et des streameuses. Notamment, moi, j'accompagne Manon Bril de la chaîne YouTube C'est une autre histoire, qui doit gérer son entreprise, en fait, parce que les youtubeurs, les créateurs et les créatrices de contenu dont on va parler... c'est pas des personnes toutes seules dans leur chambre comme en 2010. C'est des gens qui ont souvent des entreprises qui doivent payer d'autres personnes, qui doivent négocier des contrats, qui doivent être en règle avec les impôts. Voilà. Et moi, je viens donner un coup de main là-dessus parce que j'aime bien la paperasse, globalement. Voilà un peu ce que je fais. Trop bien. Et je pense que ça va être intéressant de voir... J'ai trop hâte, j'adore parler de ce sujet. Ton rôle d'associative passée vidéaste et productrice de contenu. Et Marion, du coup, responsable communication et plaidoyer à Nightline. Vous avez travaillé avec Nightline, avec des ambassadeurs et des ambassadrices. Du coup, qu'est-ce que vous faites à Nightline et comment est-ce que ça se passe chez vous? Oui. Quelques mots peut-être sur Nightline pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est une association qui a pour but d'améliorer la santé mentale des jeunes et des étudiants. On a différentes missions d'informer, de former, d'outiller les jeunes, apprendre à prendre soin de soi, de favoriser aussi l'entraide, la solidarité entre les jeunes et renforcer globalement le pouvoir d'agir de chacun et chacune. Et donc concrètement, comment ça se traduit? On a donc historiquement des lignes d'écoute nocturnes tenues par des étudiants pour des étudiants. Donc vous pouvez nous appeler tous les soirs de 21h à 2h30 du matin. On est aussi disponible par chat. Et quand je dis on, c'est pas moi personnellement, parce que moi du coup je suis salariée de l'association. On a des bénévoles écoutants du coup qui sont des étudiants. Et qui sont formés à l'écoute et accompagnés tout au long de leur bénévolat, notamment par des psychologues qui font partie de l'association. Trop cool. Donc ça, c'est un peu le projet phare de l'asso
l'assaut, et c'est ce pourquoi on s'appelle Nightline, parce que c'est donc la ligne de nuit, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Le logo de Carrefour, c'est un C en fait. Tout part de là. Voilà, tout part de là. Ça vient en fait d'Angleterre à la base. Ce concept de Nightline, ça vient de l'université d'Essex, ça a été créé dans les années 70. Donc c'est assez ancien et ça existe en France depuis 2016. Et là où nous, on a un peu élargi le champ d'action par rapport à d'autres pays, c'est que on a souhaité donc mettre en place d'autres actions, d'autres ressources. Donc on mène aussi des projets plus sur mesure sur certaines populations étudiantes. Donc par exemple, on va avoir des interventions en classe préparatoire, là prochainement en BTS, donc vraiment pour cibler certains étudiants qui auraient encore plus besoin que d'autres et qui rencontreraient des thématiques très spécifiques. On va avoir aussi donc mettre à disposition des ressources, donc des ressources d'orientation. Donc on a un annuaire sur notre site. Donc sur notre site il y a la petite bulle contacter ma Nightline, mais il y a aussi la petite bulle trouver un soutien psy. Et donc là, vous allez avoir tout ce qui est soutien psy gratuit en fait pour les étudiants. C'est un système de map interactive, donc normalement ça facilite l'accès et les infos sont mises à jour toute l'année en fait. Du coup, le volet sur lequel on va s'attarder aujourd'hui, je pense, c'est le volet com de l'asso et donc notamment nos campagnes en fait qu'on mène depuis 4 ans maintenant, toujours à la période un peu où les gens commencent à déprimer de l'automne et de l'hiver. Allez, c'est parti, donc, on est en plein dedans. Voilà, donc là, on arrive gentiment vers ce moment. Ça coïncide aussi avec les semaines de la santé mentale qui commencent le 10 octobre, hein, donc ça tombe bien. Et donc nos campagnes, c'est des campagnes toujours qui ont pour but de sensibiliser, d'informer. C'est des campagnes de prévention aussi, de promotion en santé mentale. Et donc, dans le cadre de ces campagnes, on a été amené à collaborer avec des influenceurs. Donc, la première fois qu'on a travaillé avec des influenceurs, c'était en 2020 pour la campagne soutien étudiant. Et l'année dernière, du coup, la dernière campagne, on a collaboré avec des ambassadeurs. Donc, maintenant, on travaille avec des personnalités qui acceptent de devenir ambassadeurs de l'association. Donc, c'est encore un step supplémentaire d'engagement en fait auprès de l'asso. Et donc, on va revenir plus en détail. Mais donc, nos ambassadeurs l'année dernière, on avait notamment Cyrus North qui est youtubeur, Victoire d'Auxerre qui est comédienne et auteure, et puis Charles Cortot qui est pilote de moto. Voilà. Mais on va revenir en détail sur tout ça, je pense. Trop bien d'avoir aussi cette diversité de profils, parce que quand on parle d'influence sur la toile, le projet Soigne la toile, c'était prendre soin les uns des autres sur Internet, mais les personnalités publiques comme Victoire ou Charles ont aussi un auditoire sur Internet et dans la sphère publique, donc c'est hyper intéressant d'avoir cette comparaison vidéastes, créateurs et créatrices de contenu et des personnes hors Internet à la base qui en fait ont quand même un écho hyper public. Et public maintenant, c'est quand même globalement Internet. Oui. Les jeunes n'écoutant que très peu France Inter. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir votre expérience sur ça. Et du coup, en direct de Montpellier, à distance avec nous, nous avons une représentation de Aileron, pardon. Julien, est-ce que tu nous entends bien et est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de l'asso et de votre relation avec une vidéaste en particulier avec qui vous travaillez fréquemment, voilà, que je te laisse présenter. Bonsoir tout le monde. Oui, je vous entends plutôt bien. Est-ce que vous m'entendez bien ? On est au top. Allez, super. Du coup, moi, je suis Julien Gasque de l'association Aileron. Je suis chargé de mission sur les requins du large et les sciences participatives. On va pas trop parler dessus, mais voilà, un peu dans le même registre. Je suis salarié dans une association qui est principalement bénévole, avec des activités qui concernent quasiment que des bénévoles. Et on travaille sur l'étude et la protection des requins airés de Méditerranée. Donc c'est un sujet assez niche, hein, c'est pas tout le monde qui fait ça quand il se réveille le matin, et qui est très intéressant, avec plein d'enjeux assez complexes,
et quand même des images et des concepts assez simples à transmettre, ce qui nous emmène ensuite vers nos objectifs de communication, ce à quoi ça nous sert. Et du coup, la collaboration avec des influenceurs qui sont hyper utiles en fait pour nous, pour le message transmis par les associations. Et dans notre cas, du coup, nous, c'était Luciole, qui est assez connue, que moi, malheureusement, je ne connaissais pas avant qu'elle arrive dans l'association Aileron. Je suis pas méga connecté, on va dire. Et du coup, on travaille ensemble depuis près de 3 ans maintenant. Et voilà, elle nous, elle nous aide comme une bénévole, mais avec sa façon de faire et avec ses outils à elle, qui sont voilà, une sacrée communauté sur TikTok et Instagram principalement. Voilà, pour transmettre les messages qu'on a, en fait, qui la touchent aussi à travers nos missions et à travers les expériences qu'on a vécues ensemble. Donc voilà. Bien. Trop cool. Je crois que Luciole, elle est devenue membre même de l'association. Alors, je ne sais pas si elle l'était au début ou si elle est devenue membre au fur et à mesure, mais j'ai cru comprendre qu'elle était même adhérente, quoi, au même titre que tous les autres bénévoles. Complètement. C'est vraiment le statut déjà par lequel elle est rentrée. En fait, elle a adhéré à l'association, donc nous, on a une liste des personnes qui adhèrent et voilà, on leur envoie des messages de bienvenue et quand on a vu son prénom et son nom, il y en a à qui ça a pas sonné de... On s'est pas dit, tiens, ça me dit quelque chose. Puis il y a quelqu'un qui a fait, mais c'est Luciole, c'est un truc de fou. On a le président qui l'a contacté en lui disant, voilà, merci déjà pour ton adhésion, et on présente un petit peu l'association, qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce que tu viens chercher ici, et comment on peut travailler ensemble. Et c'est de là que c'est parti, et depuis, voilà, c'est une adhérente de l'association qui nous aide, comme tous les adhérents, en faisant le maximum. Et voilà. Trop bien. Mais ça me fait réfléchir à Aileron. Vous êtes basé à Montpellier. Vous êtes une asso jeune avec des étudiants principalement, ou en tout cas en bonne partie. Le fait d'avoir une personne qui a 500 000 abonnés sur Instagram, ça a eu quoi comme intérêt pour vous? Quel impact ça a eu? Est-ce que vous avez eu d'un seul coup des bons d'adhésion, des gens qui ont fait plus de dons? Ça a facilité les choses avec, je sais pas, des interlocuteurs, interlocutrices. Ça a changé quoi pour vous que Luciole, elle arrive avec ses 500 000 followers? Au début, alors j'ai peut-être pas fait attention, mais c'était assez discret parce qu'on n'avait pas forcément communiqué dessus. En fait, elle a apparu, je pense, publiquement avec l'association Aileron lors des premières expéditions qu'on fait pour les Diables de Mer, donc une espèce de raie proche de la Raimanta en Corse, où on fait des expéditions de plusieurs jours en mer. Et du coup, voilà, c'était très très drôle de pouvoir l'emmener avec nous parce que elle avait jamais fait ça. Elle connaissait pas forcément l'équipe humainement, elle avait juste échangé un peu avec quelques-uns d'entre nous. Et elle partait pour une semaine au large avec nous en mer. Et du coup, voilà, elle allait voir qu'est-ce qu'elle allait pouvoir faire de la situation, de l'équipage, des projets scientifiques, de juste vivre sur un bateau aussi. Elle a pas mal communiqué là-dessus. Du coup, c'est à ce moment-là qu'elle est arrivée. On a quand même vu directement que quand elle faisait quand on faisait des publications et qu'elle les repartageait sur son compte, on voyait que voilà, le nombre de vues ou de comptes ciblés était astronomiquement plus élevé. Je parle on multipliait ça par 10 ou par 100 des fois. Donc c'était quand même assez impressionnant. Et nous, ça nous faisait plaisir parce que des fois, ça nous permettait quand on voulait faire connaître le diable de mer, donc peut-être que vous connaissez pas, peu de personnes connaissent cette espèce-là, mais c'est une espèce qui vit chez nous et très similaire à la Raimanta. Donc un animal assez magnifique qu'on imagine que en Polynésie ou dans les pays tropicaux. Là, c'est une espèce qui existait chez nous et une des premières étapes pour la protéger, c'est que tout le monde soit au courant qu'elle existe et ensuite, de manière un peu plus complexe, quelles sont les menaces et comment elle vit, comment elle se reproduit, comment elle se nourrit et comment on fait pour la protéger. Du coup, rien que ça, on était super contents. Et ce qui a vraiment pété, c'est quand l'année suivante, elle avait fait un défi en incitant sa communauté à s'abonner au compte de l'association Aileron. Et en fait, au bout d'un certain moment, elle devait se baigner avec sa peluche de raie manta dans l'eau, pour ses followers au milieu de la Méditerranée, puisque c'est là-bas qu'on était.
Et donc voilà, c'était chose faite. Et du coup, on est passé de 4000 abonnés sur Instagram à plus de 10 000. C'était ça le défi, d'un coup, en quelques mois. Alors, ça a eu un sacré effet d'un coup. Il y en a qui sont restés, il y en a qui ont changé, qui ont dû repartir. Et en fait, depuis, on a une communauté qui nous suit sur Instagram. Voilà, on doit avoir 13 000 followers, un petit peu plus. Et du coup, maintenant, ça apporte beaucoup plus de poids quand on dit qu'on veut sensibiliser, enfin, que grâce à l'outil des réseaux sociaux, on peut sensibiliser en faisant une publication sur les requins, les raies, une thématique qui est particulière. En ce moment, par exemple, c'était une pétition pour arrêter de vendre du requin dans les cantines pour les enfants. Parce qu'ils ne le savent pas forcément, c'est une espèce qui n'est pas forcément très saine à manger sur le long terme, parce que elle accumule beaucoup de toxines, de métaux, du fait qu'elle soit un top prédateur. Et en plus, c'est une espèce menacée. Donc, grâce à ça, en fait, ça nous a permis, de tout ce qui est un peu pétition, où on veut essayer de faire bouger l'opinion publique, ça nous a apporté plus d'influence et du coup plus de poids au message qu'on veut transmettre. Ça, c'est trop intéressant parce que du coup, là, tu vois, c'est une influenceuse qui est venue d'elle-même dans une asso par affinité avec le sujet. C'est le coup de peau pour l'asso, franchement. Je pense qu'il y en a plein qui souhaitent. On aimerait bien. Mais vous avez été super malin aussi, tu vois, de la contacter directement, d'être vigilant sur la liste des adhérents et des adhérentes. En fait, c'est une forme de curiosité aussi de savoir qui sont les créateurs et les créatrices de contenu sur Internet qui peuvent être un peu sensibles et d'avoir fait le lien entre son nom. En plus, elle n'a pas mis son pseudo quand elle a adhéré, donc fallait être un peu stalker sur les bords pour savoir que c'était Lorraine, je sais plus quoi, tu vois. Mais en même temps, franchement, très bon move, et surtout de l'avoir abordé comme ça, parce que je pense que le côté expérience est très concret en fait, on l'a emmené pendant une semaine avec nous sur un bateau pour faire de l'observation, des choses comme ça. C'est le meilleur truc à faire avec des personnes qui ont une communauté et qui peuvent en rendre compte derrière en vidéo ou en photo ou ce que tu veux, parce que eux, ils vont vivre une expérience humaine super forte, et c'est un peu, je trouve, l'écueil dans lequel tu peux vite tomber quand tu es une asso étudiante et que tu veux juste de la visibilité pour avoir de la visibilité, et que tu vas contacter un influenceur en disant je vais le contacter et puis peut-être il va faire une story sur mon asso. En fait, c'est pas une bonne stratégie, parce que ça crée zéro engagement derrière. Ouais. Ce qui crée de l'engagement, c'est quand les influenceurs, ils se saisissent de ta problématique et qu'ils racontent une histoire avec ce truc-là. En fait. Ouais. Et de toute façon, c'est des raconteurs d'histoire, tu vois, les créateurs et les créatrices de contenu sur Internet, ou même les gens. Tu disais que vous aviez une comédienne et tout. Enfin, je pense que même les Lilian Thuram, je blaguais sur Lilian Thuram tout à l'heure en off, mais c'est le même système d'ambassadeurs et d'ambassadrices. C'est pas nouveau, mais mine de rien, quand tu as des gens qui ont envie de raconter des histoires avec la cause que tu défends, je pense que c'est ça qui change tout. Et du coup, vous, Cyrus North, il a fait et Victoire et Charles, quand vous les avez contactés, est-ce que c'est vous qui les avez contactés et ils se sont dit ça nous passionne, ça nous fascine comme sujet, on est hyper intéressés, ou est-ce que c'est un échange réciproque et ils ont fait de leur côté un peu d'ambassadation. On crée des mots ce soir, des néologismes d'ambassadation sans que vous leur demandiez. Les échanges, ils se sont passés comment pour vous? Parce qu'effectivement, quand on y croit, c'est quand même beaucoup plus fort que quelqu'un qui va juste encaisser son chèque et faire une story sur Instagram, comme disait Marie. C'est sûr que l'influence des assos et le message bienveillant, si on y croit, c'est quand même toujours plus positif. En fait, pour chacun de nos ambassadeurs, ça a été différent comme approche, mais je voudrais quand même, parce que tu as parlé d'encaisser un chèque, je voudrais quand même préciser que tous nos ambassadeurs, ils l'ont fait à titre gracieux, donc, pro bono, il n'y a pas eu d'échange. C'est un vrai signe aussi. Voilà, ils y croient et qu'ils avaient envie de s'engager à titre personnel. Donc, en fait, on avait Cyrus, on avait collaboré avec lui dans le cadre de notre première campagne en 2020. Il avait fait un live Twitch d'ailleurs, dans ce contexte-là. Voilà, tous les morceaux se recollent. Et en fait, du coup, on a gardé un lien avec son équipe et avec lui pendant ce temps entre 2020 et l'année dernière, et on a décidé de le recontacter pour notre campagne du kit de vie, du coup, l'année dernière. Et il se trouve qu'il avait envie de bosser avec nous à nouveau, mais pour le coup, là, en 100% gracieux et en tant qu'ambassadeur, du coup. Trop bien.
Et alors Victoire, on l'avait rencontrée dans un événement, lors d'un événement, donc on avait eu un contact humain aussi, et ça je pense que c'est hyper important. C'est si on peut en fait rencontrer les gens, les influenceurs, et même toutes les personnalités. On s'est rendu compte effectivement que tous les influenceurs qui avaient des agences ou des managers et tout, c'était pas toujours facile de bypasser entre guillemets l'équipe, parce que forcément les agences et leurs managers, ils font un screening, et donc peut-être qu'ils vont pas forcément retenir ton brief, alors que peut-être que la personne, l'influenceur derrière, en fait si, il aurait aimé avoir cette info. Donc on a toujours un peu essayé on a toujours favorisé le contact humain. Et donc, voilà, du coup, Victoire, après un premier contact physique, en présentiel, en réel, on l'a recontacté du coup derrière en DM, et puis ensuite, on a tissé un lien. Et pour Charles, pour le coup, lui, c'était quelqu'un qui avait, qui est un sportif, du coup, un pilote de moto, qui a maintenant 23 ans, je crois, l'année dernière 22, donc très très jeune, et qui voulait en fait soutenir une asso, qui voulait être ambassadeur d'une asso. Et c'est via notre réseau en fait qu'on a su qu'il avait envie de soutenir une asso, et on s'est dit, on lui a dit on peut te proposer de nous soutenir et de t'engager pour Nightline. Et donc ensuite l'accompagnement des ambassadeurs, on a décidé de faire quelque chose qui soit aussi du win-win, donc qui puissent aussi eux-mêmes tirer parti de cette collab. Et donc on a proposé une formation, qui viennent nous voir dans nos locaux, qui viennent rencontrer les équipes, etc. Et donc ça favorise toujours le contact et le lien de proximité. Et pour notre campagne à venir, on souhaite procéder de la même manière. Donc là on a aussi contacter de nouvelles personnes. Alors notre prochaine campagne, c'est sur l'activité physique, le sport et la santé mentale. Donc là on va plus collaborer avec des sportifs du coup, donc Charles encore une fois pour une deuxième année, et puis et d'autres sportifs dont je tairai le nom pour l'instant. Du teasing, voilà. Il en faut, c'est important. Mais en vrai, encore une fois, c'est une expérience. Alors vous avez pas mis vos ambassadeurs et ambassadrices sur un bateau, mais ils sont venus chez Nightline. Ça aurait été bizarre. Ouais. Sans aucun rapport. Mais en vrai, c'est vrai que quand on a un rapport avec des ambassadeurs, ambassadrices sur Internet, ça, l'intérêt, c'est qu'ils y croient vraiment, et il n'y a rien de mieux que le contact où vous leur faites découvrir vos actions en réel. Un brief, effectivement, comme tu dis, il peut être screené par un agent, une personne tierce, et ça peut être dommageable pour vous. Et du coup, pour la même question que ce que j'ai pu poser tout à l'heure sur l'intérêt que ça a eu, votre kit de vie, là, pour reprendre la plus récente, il y a eu des contenus qui ont été créés autour de ça. Moi, j'ai eu la chance d'être invité au lancement avec Cyrus et Victoire. Mais ça a eu un impact vraiment. Vous avez vu la différence de communication par leur biais aussi, comme a pu dire tout à l'heure Julien, x10 par rapport à d'habitude, ou est-ce que c'était plus négligeable parce que vous étiez déjà une structure installée? Alors, je pense pas qu'il y a eu du x10. Et puis, en plus, c'est difficile de savoir à quoi sont dus les pics de connexion. Parce qu'en fait, comme on était sur un moment de campagne, on diffusait nos messages sur plein de canaux différents. Ouais. Donc, on a eu des affichages dans la rue, on a eu des pubs sur Internet, on a eu une collab avec Topito qui a fait un article. Donc, forcément, il y avait à ce moment-là beaucoup de visibilité. Effectivement, tu fais référence à la conférence de presse qu'on a organisée où ils étaient présents. Ça, c'est sûr que ça marquait le lancement de la campagne, et c'était important pour nous qu'ils soient présents pour aussi attirer l'attention des médias, parce que c'est pas pareil quand à ta conférence de presse il y a 2-3 personnes un peu connues versus personne. Donc voilà. Et du coup, mais on a eu, oui, effectivement, plus tôt, je me rappelle un peu plus tard dans la campagne, Cyrus, il est passé dans plusieurs émissions en fait. Donc, il me semble que c'était sur Canal+ à un moment. Et là, on a eu effectivement des pics de connexion sur le site Kit de Vie. Et lors de la première campagne dont je parlais, soutien étudiant, là pour le coup,
on a pu observer des pics même parfois d'appels sur la ligne d'écoute suite à la prise de parole de tel ou tel influenceur. Et même, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont rejoint Nightline en tant que bénévoles et même parfois des salariés même qui ont entendu parler de l'asso via une vidéo qu'on avait faite avec Ben Nevers sur YouTube. Et moi, quand je rencontre des gens qui veulent rejoindre l'asso, j'aime bien leur demander comment est-ce que tu as entendu parler, est-ce que c'était de l'affichage, est-ce que c'était un stand et tout. Et il y en a quand même beaucoup qui disent moi, c'était via la vidéo de Ben Nevers ou via l'interview avec Cyrus North. Donc, du coup, on voit tout de suite que ça a un impact, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, l'impact de travailler avec des influenceurs ou d'avoir des bons relais presse, tu vois, c'est souvent ça. C'est pas seulement pour les bénéficiaires, pour que les bénéficiaires entendent parler de ce que tu fais, mais aussi pour avoir des équipes de bénévoles renforcées qui viennent, qui sont hyper affinitaires avec le projet. Ou je sais que moi, j'ai souvent dans le chat, je parle souvent de la vie associative sur mes lives Twitch, et en fait, le chat, souvent, ils me disent moi, j'ai envie de m'engager, mais je sais pas, en fait, je sais pas quel asso, vers quel asso aller et tout. Et je suis là, franchement, les gars, c'est très simple. Vous avez plein de plateformes, en vrai, sur Internet qui recensent les associations de votre région. Le live sur la fracture numérique, là, que j'ai fait la semaine dernière, je leur disais, mais en fait, vous êtes tous des geeks là sur Twitch. Vous aimez tous. Vous aimez tous les cartes graphiques vues dans le noir. Vous mangez tous des cartes graphiques. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller faire un tour à votre guichet France Service là et de savoir s'il n'y a pas des assos qui luttent contre la fracture numérique et qui auraient besoin de bénévoles pour aider des gens à faire leur revenus. Déclaration de revenus sur Internet, à aider une personne à débugger son ordinateur. Enfin, en fait, c'est tout con, mais partez aussi de vos sujets d'affinité, de ce que vous kiffez faire. Et je pense que le milieu associatif, il a souffert très, très longtemps du cliché de « Ah, mais rentrer dans une asso, c'est faire des maraudes auprès des SDF et donc faire des distributions au Resto du Cœur. » Et donc, tu as l'impression que c'est un truc un peu réservé aux vieux retraités que tu pourrais pas faire. Alors qu'en réalité, rien que dans vos facs, dans les écoles, il y a tellement d'assos. Tu vois, ce que vous faites à Montpellier, là, c'est trop cool aussi. C'est hyper original. Enfin, c'est pas du tout les clichés sur le monde associatif et un peu la vision, je suis d'accord. Ouais. De dire le monde associatif, c'est le club de Scrabble du quartier où ma grand-mère va. Ouais. Alors qu'en fait, il y a des assos qui vont en mer, qui ont un bateau, qui vont en mer protéger des espèces marines, qui tiennent des lignes d'écoute pour les jeunes, donc faire du pair à pair. C'est hyper intéressant. Je pense qu'il n'y a pas que des jeunes qui appellent parfois. Je pense qu'il y a un peu des âges différents, mais c'est vrai que je suis d'accord. L'influence que peuvent avoir ces personnes-là qui sont connues, et c'est de donner de la force vive aux assos qui manquent, qui ont besoin d'être connus, ou moins besoin en fonction, mais qui en tout cas redonnent un souffle au bénévolat. Ouais, de fou. C'est vrai, ça, on n'en parle pas trop. Et il y a un autre truc dont tu as parlé qui est hyper intéressant, qui peut être très utile pour les assos qui voudraient travailler avec des influenceurs ou des influenceuses, que ce soit des youtubeurs, des tiktokeuses, vraiment ce que vous voulez, ou même des podcasteurs, parce qu'ils font partie aussi des influenceurs. Ils existent. Auprès d'un certain public. On ne sait pas qui ils sont, mais... Ils ne sortent jamais de leur studio, eux non plus. En fait, c'est hyper important je pense, de comprendre le milieu dans lequel vous mettez les pieds. Et effectivement, le milieu de l'influence, vous allez avoir des gens qui gèrent tout seul, comme vous allez avoir des gens qui délèguent certaines parties de leur activité. Et effectivement, quand vous arrivez dans à un certain niveau avec des gens qui ont beaucoup d'abonnés, beaucoup d'engagement sur leur communauté, vous aurez des agents et des agentes commerciales qui auront accès à la boîte mail de l'influenceur ou de l'influenceuse que vous voulez contacter et qui va faire un travail de filtre. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, il faut aller les choper humainement. Donc, préférez plutôt les contacts sur Instagram, sur les boîtes TikTok, c'est pas les boîtes mail, les messageries TikTok, c'est pas ouf, c'est pas très lisible, mais Instagram, en général, il y a beaucoup de créateurs et de créatrices qui le gèrent eux-mêmes ou elles-mêmes. Et il y a aussi un autre truc
que tu as mentionné, qui était d'aller rencontrer les gens directement dans des événements. Et il y a plein de festivals, j'exagère, il y a quelques festivals de créateurs et de créatrices de contenu qui ont lieu tous les ans en France. J'en organise un, moi, justement, avec Manon Bril de la chaîne YouTube C'est une autre histoire, qui est un espace dans lequel il y a littéralement 60 influenceurs fin mai, à Paris. C'est le moment. Donc, les assos, c'est le moment. Voilà, en fait, c'est des influenceurs qui sont, et des influenceuses qui sont des personnes qui sont en général sensibles à des problématiques de société, qui font de la vulgarisation sur YouTube, TikTok ou parfois sur Twitch. Et en fait, c'est l'occasion ou jamais d'aller leur parler, parce que c'est des espaces où en fait, tu peux prendre une bière et puis tu croises une personne que tu as identifiée sur Internet et tu peux aller lui dire je kiffe trop ce que tu fais. Bah, ça t'intéresse de sauver les requins? En général, oui. Voilà. Parce que j'ai une asso. Je pense que c'est effectivement l'approche la plus intéressante, parce que les agents commerciaux, effectivement, leur but, c'est de faire du bise. Et donc, forcément, les influenceurs et les influenceuses verront pas ce type de requête. Ouais, mais c'est clairement un vrai enjeu. Enfin, nous, à Animafac, on travaille avec des réseaux d'assos étudiantes et jeunes, dont Aileron fait partie, Nightline, avec qui on travaille fréquemment aussi. Et quand on voit le nombre d'assos avec lesquels on travaille à l'année, à peu près 4000, il n'y a pas le club de scrap du quartier, quoi. Il y a plein de projets, ça va dans tous les sens. Ça va être la ressourcerie de la fac de Lille qui fait des trucs dirigés par des étudiants. Ça va être monter un festival musique urbaine dans une ville dont on n'aurait pas entendu parler autrement. Et c'est juste que les assos, elles ont vraiment ce côté encore un peu négatif, je pense. Et les influenceurs, influenceuses, ils ont un vrai impact sur ça pour faire connaître les assos. Pas uniquement pour dire c'est trop cool ce que vous faites, mais juste déjà savoir que ça existe. Parce que ce qui manque le plus aux assos, c'est quand même globalement des bénévoles. Et c'est vraiment un vrai impact. C'est ce que disait tout à l'heure Julien, on fait du x10 quand une personne en parle de nous. Et c'est un vrai enjeu pour les assos jeunes de se démarquer un peu, de faire vivre le bénévolat et les actions cool. Il y a plein de plateformes pour le faire, pour trouver les assos, mais en vrai, la plupart des jeunes, ils passent leur temps ils passent beaucoup de temps en tout cas sur Twitch, 1h45 TikTok. en moyenne par jour. Ouais, c'est ça, quasiment 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Donc forcément, si on voit régulièrement son influenceur, son influenceuse préférée parler de contenu qui nous intéresse, on finit par se dire ça m'intéresse aussi, je vais y adhérer. Ou alors je vais soutenir, ou d'une façon ou d'une autre. Et c'est peut-être parfois plus facile que d'aller taper sur une plateforme, encore plus facile que d'aller taper sur une plateforme. Donc c'est hyper important en fait ce lien qui peut se créer entre assos et créateurs et créatrices de contenu et personnalités du monde connues, on va dire. Et je pense qu'il faut y aller au culot. Tu vois, à l'audace, quoi. Je pense qu'il faut être un peu créatif, mais tu vois, je parlais du festival de Manon, là. Vous pouvez aller rencontrer des créateurs de cette façon-là, de très chill, mais vous pouvez aussi, au moment où vous vous rendez compte qu'il y a un de ces événements qui s'insère dans votre ville, par exemple, nous, le Culture Fest, c'est en Ile-de-France, mais vous avez un autre festival de vulgarisation à Avignon qui a lieu plutôt au printemps. Si vous êtes une asso qui parle de sciences, par exemple, qui fait des activités de sciences, pourquoi pas envoyer un mail aux organisateurs de Frames en disant coucou, est-ce qu'il y a des espaces pour monter un stand et parler de ce qu'on fait, parce que potentiellement vous avez un public qui est intéressé par des processus d'apprentissage, en savoir plus sur plein de trucs. Peut-être que nous on peut apprendre des trucs à votre public aussi. Nous on avait un stand de nous toutes, tu vois, au dernier Culture Fest avec Manon, à la fois pour avoir de la prévention sur l'événement, puisqu'il y avait une partie soirée aussi, on voulait que ce soit un peu safe, quoi, mais aussi parce que c'est cool, ça permet à nous toutes de venir sensibiliser sur des problématiques et de toucher un public un petit peu différent aussi sur un festival où normalement elles sont pas, quoi. Donc je pense qu'il faut être un peu, faut penser un peu en dehors de la boîte quand tu réfléchis à comment tu peux toucher le grand public. Mais les influenceurs, c'est sûr, c'est un bon... c'est très bon angle. Le DM sur Insta, les croiser dans un événement, c'est quand même le plus direct. Ouais.
Et nous aussi, ce qu'on a fait, c'est une fois qu'on avait tourné par exemple une vidéo avec une personnalité, en fait, tu as un premier exemple du coup. Et à partir d'une vidéo, si tu veux montrer à une nouvelle personne que tu essayes de recruter, il suffit de lui envoyer déjà la vidéo et lui dire voilà ce qu'on fait. Est-ce que tu as envie de faire une interview avec nous par exemple sur ce format-là? Et ça, c'est aussi une manière d'humaniser le truc au lieu d'envoyer des pavés. Ça capte l'attention en fait. C'est clair. Ouais, ça donne un bon premier aperçu et du coup vous l'avez renouvelé à 2 reprises au moins parce que tu disais que vous relanciez quelque chose à nouveau et que vous aviez quelque chose depuis 2020 et du coup ça me fait poser la même je m'interroge aussi sur ce que vous faites Julien avec Aileron. Est-ce que là vous avez 3 ans du coup que tu disais tout à l'heure que Luciole elle vous avait rejoint et parlé de vous assez fréquemment. Pour préparer un peu le live, j'ai scrollé son contenu et j'ai vu que fréquemment, il y avait quand même des publications sur Aileron. Est-ce que vous avez envie d'aller toquer à la porte d'autres vidéastes, personnalités, pour continuer à faire grossir ça dans le même objectif ? Oui, c'est pas un objectif principal de l'association, mais c'est vrai que quand on a vu l'impact que ça avait, surtout pour une association comme nous, où des fois, en fait, il faut juste... pour changer des lois ou que les politiques s'intéressent aux problématiques qu'on veut soulever, il faut qu'il y ait beaucoup de signatures qui montrent qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse au sujet. Du coup, d'où le côté influence qui est super intéressant pour, par exemple, pour qu'une pétition soit entendue, il faut au moins qu'il y ait 100 000 signatures. Donc, quand on avait 4 000 abonnés, c'était compliqué. Maintenant, si on commence à avoir 10, 15, 20 000, voire 100 000 abonnés, ça va aller vite, les pétitions qui marchent. Donc, il y a tout intérêt pour notre asso de continuer à un peu agrandir l'intérêt que peut avoir l'opinion publique pour les requins et les raies en Méditerranée. Ça peut passer par d'autres influenceurs. Pour l'instant, on n'en a pas cherché activement. Des fois, Lorraine a ramené quelques amis à elle qui sont aussi dans ce milieu-là pour voir un peu si ça les intéressait ce qu'on faisait. Ça s'est bien passé. On verra si ça continue sur cette lancée-là ou pas. Mais pour l'instant, c'est assez stable. Disons que on n'a pas fait de recrutement particulier. Okay. On reste sur ce côté humain où Lorraine, elle est comme tous les autres bénévoles et il faut qu'elle kiffe ce qu'elle fait chez nous. Ouais. Et ensuite, les autres, si ça les motive, ça les intéresse, la porte est ouverte. C'est notre association, on fonctionne comme ça. C'est ouvert à tous et on est là pour donner un max de force et d'énergie pour étudier et protéger ces espèces méconnues et parfois mal aimées. Ouais. Et en vrai, c'est hyper intéressant ce que tu disais sur le côté influence politique. Tu parlais des pétitions et de porter des messages pour faire changer les lois. Et c'est vrai que les assos, en général, elles ont des buts hyper positifs dans la vie. Hein. Il y a des assos qui n'ont pas des buts ultra positifs, mais la majorité des assos, quand même, en tout cas qui gravitent autour d'AnimaFac, on a des assos avec des messages super chouettes. Et quand on veut faire basculer la loi ou un changement, même parfois minime, c'est vrai que plus on a d'influence visible, plus c'est positif. Et Internet, pour ça, ça a un gros écho. Mais du coup, ça me fait... Tu parlais en début de live du fait que toi, tu parlais sur Internet de messages politiques, de société. Il n'y a pas tant de créateurs et créatrices de contenu qui en parlent ouvertement. Ouh là là, la politique, c'est un gros mot sur Internet. Ouais, mais dans les assos aussi, hein, aussi de ouf. Mais ils ont le même rapport, hein. Franchement. Et c'est ça. En fait, la question, c'est ça. En fait, c'est comment est-ce qu'on parle de politique sans que ça fasse peur, sans se dire, on a des influenceurs, des influenceuses dans nos assos, mais on veut pas que ce soit trop visible parce que si c'est trop visible, on va devenir trop politique. Alors qu'en fait, on peut parler de politique sur Internet. Enfin, toi, tu le fais régulièrement. Ouais. Y en a d'autres qui le font, très peu. Mais du coup, c'est quoi le rapport politique, réseaux sociaux? Comment ça se passe? C'est dur, ça va? Moi, je trouve que non, mais tu pointes un truc important aussi, c'est que des influenceurs et des influenceuses qui portent principalement des problématiques sociétales, tu vois, il y en a pas beaucoup. Souvent c'est pas leur fonds de commerce entre guillemets et parce que ça paye pas en réalité, tu vois, enfin de venir faire passer des messages engagés, si c'est ta seule ligne, vraiment, c'est comme dans beaucoup d'autres domaines, justement politiques, en fait, ça ne paye pas. Sauf si tu vends des formations, que tu deviens coach et tu vends des PDF, tu vois. Ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. C'est vrai que là-dessus, il y en a qui sont créatifs par rapport à ça. Mais en réalité...
l'approche qu'il faut avoir, je pense, avec les influenceurs et les influenceuses par rapport à ces aspects politiques dans nos associations, c'est le même que celui qu'on peut avoir avec nos bénéficiaires. En fait, on est souvent, les gens confondent politique et partisan. Ouais. Donc, faut pas arriver en disant ah ouais, nous on est une asso hyper engagée politique parce que c'est quelque chose que les influenceurs craignent. Ils ont un peu un syndrome de l'imposteur aussi par rapport à l'expertise qu'ils peuvent avoir sur un sujet. Donc toi, si tu arrives, typiquement sur les sujets d'environnement, de préservation de la nature, des espèces, etc., c'est difficile d'avoir les influenceurs sur ces sujets-là parce qu'ils se disent « Ah ouais, mais en fait, j'ai fait 3 voyages en avion cette année. Donc, si je parle du fait qu'il faut sauver les animaux alors que moi, je ne suis pas 100% pureté militante, je vais me faire défoncer. » Et il y a de plus en plus là de créateurs et de créatrices de contenu qui viennent tenir ces discours en disant on n'est pas parfait les gars, et c'est pas parce que tu vois, c'est ce que Manon Bril elle a fait là récemment, elle est très recyclerie, elle aime bien aller en fripe, acheter ses fringues en fripe, elle achète quasiment plus de fast fashion, et en fait elle s'interdisait d'en parler sur ses réseaux sociaux parce qu'elle se disait si je commence à en parler, en fait on va m'aggro sur le fait que bah oui mais j'ai fait 3 voyages presse cette année et que j'ai dû prendre l'avion. Et parce que effectivement, il y a des gens qui sont un peu dans cette pureté militante là et qui vont aggro dès le moindre truc. Et donc elle a décidé de le débunker, de répondre directement à ce truc-là en disant franchement les gars, j'ai hésité très longtemps à vous parler de ça parce que j'avais peur d'avoir ce type de remarques, mais vous savez quoi, il va falloir vous y faire. On est comme vous, nous les influenceurs, on n'est pas parfaits en fait, et c'est pas grave. On est plein de paradoxes. Vous non plus, vous êtes pas parfaits. Vous faites peut-être pipi sous la douche, mais à côté, vous avez une voiture. Bon, c'est chose qui vraiment ça, ou vous mangez de la viande. Enfin voilà, ça arrive. C'est très difficile d'être dans une pureté militante extrême, et je veux pas m'empêcher de vous parler de ça à cause de ça. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que c'est difficile parfois d'avoir les créateurs et les créatrices de contenu sur ces sujets, c'est qu'ils se disent qu'ils ont peur d'être attrapés par une partie de la communauté qui va venir leur chercher des poux au moindre écart. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, adresser frontalement, de dire qu'on n'est pas parfait. Et je pense que du côté des assos aussi, il faut réussir à être rassurant en disant t'inquiète pas, nous, justement, on vient avec notre expertise, on connaît notre sujet et on va te donner toutes les datas. Et en fait, c'est pas grave si tu fais des erreurs par rapport à nos discours, si t'es pas 100% dans l'idéologie dans laquelle nous on est. Le but, c'est qu'on arrive à avoir un discours grand public sur cette problématique pour sensibiliser le max de monde, en fait. Que tu sois une porte d'entrée. Il faut, je pense, accepter aussi que les influenceurs ne soient pas des experts de vos sujets, mais que ce soit des portes d'entrée vers vos sujets. Et tout ça, ça se calibre dans l'approche qu'on va avoir vis-à-vis des influenceurs et des influenceuses. Il ne faut pas leur mettre la pression, il faut accepter leur calendrier aussi parfois et leurs contraintes. Enfin, tout le monde n'est pas tout le temps libre. Voilà. C'est parfois un peu compliqué. Et en fait, ça me fait penser à ce dont on parlait en off tout à l'heure. Tu me disais, il y a Hugo Décrypte qui a interviewé récemment le président de la République, ou interviewé, en tout cas, créé un dialogue avec lui. Et avant ce moment-là, il a appelé Nightline. Donc, il s'est dit, on va parler santé mentale. Qui est-ce que j'appelle ? Une asso jeune, et donc, ça crée une référence pour vous. Et comment ça se passe ? Il vous connaissez ? C'est quoi la relation que vous aviez avec lui ? Parce qu'au final, il est arrivé à une interview avec la personne en France la plus visible, quand même. Et il avait les datas que vous avez à Nightline, quoi. Trop bien d'être identifié comme ça. Franchement, je trouve que c'est trop cool. En fait, il nous connaissait parce que justement, lors de notre première campagne, on avait bossé avec lui. Donc, il avait entendu parler de nous à ce moment-là. Et ça fait plusieurs années, du coup, que de temps en temps, il nous met dans les ressources, dans les descriptions de ses vidéos, quand il parle de santé mentale des étudiants. En fait, il nous a identifiés dès la crise Covid, en fait, et il nous a identifiés comme ressources. Incroyable. Et en fait, là, il nous a contactés pour la préparation de l'interview, notamment en lien avec un rapport qu'on a sorti en 2020 du coup, et on en a sorti un deuxième depuis,
un rapport de plaidoyer sur en fait le nombre de psy par étudiant en France. Et voilà. Et du coup, dans ce cadre-là, en fait, il avait besoin de vérifier un peu les chiffres avec nous et de savoir s'il pouvait nous citer cette étude, du coup, c'était fiable. Ce rapport. Incroyable, il a fait une vérification des sources. Ouais. Quel travail journalistique, qualité. C'est comme Voilà, donc c'est comme ça qu'il est revenu vers nous là récemment, du coup vraiment fraîchement. C'était il y a 2 semaines, je pense, effectivement. Ouais, un truc comme ça. C'est impressionnant parce que ça veut dire aussi que les assos, elles peuvent être identifiées par les vidéastes qui font du journalisme, de la création de contenu comme ressources et pas juste. On sait qu'il y a plein de créatrices et créateurs de contenu qui parlent de sujets avec des sources plus ou moins fiables. Et là, dans ce cas-là, source fiable, Nightline, une asso, pas l'institut que sais-je. De santé mentale de France, qui n'existe sûrement pas, mais du coup, c'est aussi un moyen de se faire relayer quand on voit qu'une personne connue, elle est en train de travailler sur un sujet, de dire, en fait, si vous parlez de ça, n'oubliez pas que nous, on est experts sur la question, et c'est une légitimité qui est vachement importante dans les assos et qui manque parfois. Alors, il y a des grosses structures, Nightline, AnimaFac, qui ont maintenant acquis un peu cette autoconscience qu'on est légitime à parler de nos sujets, mais il y a aussi plein d'assos plus petites qui ont du mal à se dire en fait, moi j'ai mon expertise, je suis expert de mon sujet, je pense que personne ou quasiment personne dans notre tranche d'âge ne connaît aussi bien les différences entre la Raie Manta et le diable de mer, c'est ça? Ouais. C'est ça. Que les gens qui bossent à Aileron, ils sont bénévoles et c'est une vraie ressource qui est potentiellement utilisable par les assos pour dire coucou machin, j'ai vu que tu faisais une vidéo, t'as fait un teaser vidéo sur tel truc, est-ce que tu veux des données en plus parce que nous on est experts et ça peut être cool de relayer. Pour les assos ça fait un lien de visibilité et pour les créateurs et créatrices de contenu c'est une source fiable en général. On peut espérer que les assos font des recherches fiables en général quand même. Ouais, en fait, moi j'ai envie de dire que c'est un gros mot, mais je pense qu'il faut être un peu opportuniste, ouais, tu vois, dans ce genre de choses, parce que tout le monde a intérêt à ce que vos projets ils soient connus et plus visibles auprès du grand public, si en tout cas c'est le grand public que vous touchez, parce que toutes les assos touchent pas forcément le grand public, quoi. Donc je pense que il faut y aller un peu plus un peu plus avec cette opportunité. Je le trouve assez sain cet opportunisme. Celui-là, il est pas mal. Voilà, à l'audace. Et pas demander, pas s'excuser. Vous êtes des. Je pense qu'il faut prendre conscience qu'on est des acteurs de l'espace public et qu'en étant ces acteurs et ces experts de certains sujets, on est tout à fait légitime à venir en parler, quoi. Carrément. Mais ça, les assos ont l'expérience terrain, en fait. Mais c'est ça. Ce qui est très, très précieuse et c'est ça qu'il faut mettre en avant aussi, je pense, c'est le terrain. Contrairement à tous les discours politiques, tu vois, parce qu'il y a, je parlais un peu de la différence entre partisans et politiques, et moi je trouve que les assos, elles sont politiques dans le sens vie de la cité, et effectivement elles sont au rapport direct avec les bénéficiaires, et on est en plus face à une génération de gens qui sont plutôt défiants vis-à-vis du partisanisme des partis politiques traditionnels qu'ils trouvent déconnectés. Donc en fait, profitons, là aussi soyons opportunistes là-dessus, et profitons de ce lien qu'on peut avoir avec les gens en étant au plus près de leurs besoins et faisons-le savoir, quoi. Ouais, parce qu'on voit beaucoup de messages. Il y a des chiffres un peu donnés dans tous les sens et on sait que les structures qui ont les chiffres les plus clairs, c'est quand même les assos, les gens qui sont vraiment au contact. Ouais, c'est clair. Votre chiffre de 1 pour 4000, c'était l'objectif, je crois, à Nightline. Alors, le chiffre souhaité idéal, c'est ça pour les étudiants. Ouais. Un psychologue pour, je crois, 2000. Ah, 2000. Il me semble. Et en fait, il y a des recommandations internationales et c'est celles-là qu'on devrait suivre. Et actuellement, on est un peu loin du compte, mais très loin du compte, du coup. Mais c'est un sujet d'expertise qu'on n'a pas et qui est importante pour le grand public parce que on entend plein de campagnes politiques qui sont menées sur la santé mentale, sur le bien-être. On en a eu énormément là avec le Covid. L'écologie, c'est le sujet un peu à la mode aussi. Et de se dire, on a des gens qui donnent des grandes phrases sans aucun chiffre et les assos, elles ont les chiffres. Elles peuvent les apporter et elles peuvent apporter une expertise réelle pour le grand public et pas uniquement pour un côté partisan de se dire moi ce candidat-là, cette candidate-là, j'ai envie de la soutenir, je lui donne les bons chiffres parce que c'est pas le but, mais en tout cas c'est Internet et la sphère publique
à gagner carrément, je pense, du travail que les assos, elles font, notamment les assos de terrain, qui peuvent relever de la donnée, de l'expertise et de l'expérience. Tu disais, Julien, tout à l'heure, que vous emmeniez Luciole. En fait, les gens qui veulent découvrir les poissons en mer Méditerranée, poissons et autres mammifères, ils le découvriront pas mieux, sauf s'ils vont eux-mêmes sur un bateau, mais c'est pas donné à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui habitent pas du tout sur la mer Méditerranée. Ils le découvriront pas mieux que sur une vidéo créée par Luciole que vous avez emmenée vous-même. Ce sera bien joli que le maire de Marseille fasse un discours sur protéger la faune et la flore de la Méditerranée, mais en fait vous avez l'expertise et vous montrez ce qui s'y passe vraiment, et c'est un truc qui est hyper cher sur Internet et même dans la sphère publique en fait. Complètement. Ah, super, on a Eh ben super. Non, en vrai, par contre, ça questionne parce que quand on parlait avant, quand on préparait le live avec toi, Marie, on parlait aussi des fois où Internet, ça peut aussi être hyper dur. Oui, carrément. Oui, il faut se préserver. Il faut se préserver et du coup, ça joue peut-être aussi sur le fait que tu disais, les influenceurs, influenceuses, elles osent pas trop aller sur la sphère politique parce qu'elles vont se prendre un retour de bâton parce qu'ils ont pris 3 fois l'avion. Est-ce que vous, le fait d'avoir travaillé avec des gens qui vous ont rendu visible, en faisant quand même des grosses campagnes de communication, ou en tout cas avec des personnes qui vous ont visibilisé, ça a amené pas que du positif? C'est un vrai questionnement et c'est un des lancements de ce projet-là à la base, Soigne la toile, c'était de se dire Internet, ça peut être un endroit incroyable, ça peut être un endroit hyper positif avec des messages trop bien où on donne plein d'informations, mais ça peut aussi, on le sait, être un message ou un endroit où on se fait vite harceler à cause de l'anonymat notamment. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, Julien? Peut-être, est-ce que vous avez eu des messages controversés ou négatifs après ça, ou est-ce que vous êtes resté tranquille dans votre petit coin à Montpellier? On va dire que c'est resté relativement tranquille, du moins j'ai pas vu de messages particulièrement soit haineux ou on pourrait dire vous êtes des vendus. Juste pardon, la régie on n'entend pas du tout Julien, désolé. On a perdu le son de Julien. Ouais, enfin on l'entend mais très très bas. Désolé pour Julien. Mieux, là ouais. Est-ce que tu veux essayer de nous reparler, comme ça ils pourront faire les réglages en même temps? Ouais, est-ce que vous m'entendez là? Est-ce qu'on est mieux? C'est fort bas, fort bas. Très bas, ouais, on n'arrive pas à bien t'entendre et du coup je sais pas si le live t'entend bien. En fait on t'entend comme si t'étais à Montpellier quoi. mais vraiment de là-bas sans micro et si sans internet. C'est un peu le problème, donc je sais pas si c'est la même chose sur le live. Ouais, je pense que c'est... Est-ce que tu veux essayer de reparler du coup? Ouais. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, c'est un peu mieux, super. On t'a retrouvé, c'est bon. Ah, super. Du coup, j'étais en train de répondre que ça se passait plutôt bien, pour l'instant. Quand même plutôt des bons retours. Et voilà, alors peut-être que moi, j'ai pas été trop au fait de s'il y avait eu des critiques. À mon avis, il y en a toujours. Hein. Par exemple, dans le milieu marin, on a des vieux loups de mer, des vieux briscards, on va dire, qui sont un peu contre tout ça et qui peut-être vont se dire l'association Aileron, voilà, travaille avec des TikTokers, ils se mettent à faire des TikTok ou ça y est, ils font plus du terrain et tout, alors que bon, voilà, ça c'est des gens, c'est un peu dommage s'ils pensent comme ça et qu'ils s'arrêtent là, mais pour l'instant on n'a pas été vraiment impacté, et certainement qu'il y en a eu quelques-uns, mais disons que c'est minime, vraiment très minime par rapport à le nombre de personnes passionnées, mais qui avaient jamais eu une porte d'entrée en fait vers ce milieu-là, vers nos actions, vers une association. Voilà, Luciole qui dit voilà, j'ai fait ça avec une association, puis là des images de malades, des super expéditions et un message important à passer, et les gens ils sont waouh, c'est trop bien en fait. Et ça, je pense qu'on y a beaucoup plus gagné que ce qu'on a perdu des personnes qui sont peut-être justement contre toute forme d'influence ou de réseaux sociaux et qui veulent pas qu'on s'associe à voilà, Luciole qui a les ongles longs et qui vous parle de mode ou de je sais pas quoi, ou qui part en voyage quelque part. Pour nous, c'est pas du tout un problème, et comme je dis, on y a beaucoup plus gagné que ce qu'on a pu y perdre, et voilà, je pense qu'on a vraiment perdu peu de choses à notre échelle. Trop bien, bah tant mieux, hein. C'est vrai que, on sait qu'il y a plein de gens qui ont pris quand même des bonnes vagues de haine sur Internet, donc tant mieux si ça n'arrive pas pour vous, c'est quand même positif. En vrai, je pense que les shitstorms, elles toucheront plus les créateurs et les créatrices de contenu que les assos derrière. Ouais, c'est possible. Si c'est le cas, tu vois, de ce que j'ai vu moi dans les dynamiques de cyberharcèlement qui peuvent se mettre en place, et encore une fois, on parle, tu vois, quand on parle d'influence et de création de contenu, on parle souvent de la dynamique de cyberharcèlement, mais
vraiment les gars, tout le reste, enfin tout ce qu'il y a à côté, c'est tellement positif. Et le cyberharcèlement je fais attention, il y a des exceptions bien entendu, c'est quand même pas le truc principal quand on est dans la création de contenu au quotidien, quoi. Tu vas avoir des débiles qui vont répondre de temps en temps à tes tweets, à tes stories, des gens bizarres, mais bon, c'est très minime quand même par rapport à ce que tu as en général en retour. Et je pense que en tant qu'asso, tu vois, faut pas craindre de bosser avec des influenceurs ou des influenceuses parce que tu risquerais d'attirer des gens qui seront un petit peu plus tatillons. En réalité, moi en plus je trouve c'est un peu challengeant, les gens qui arrivent et qui commencent à remettre en question tes méthodes, tes discours, c'est hyper intéressant même en... Dans quelle mesure Oui. Non mais attends, on est d'accord, tu vois, si c'est des insultes directes sur les gens, on est d'accord que ça n'a absolument aucun sens, mais par contre d'avoir des gens qui viennent dire ok, mais pourquoi est-ce que au sein de l'association vous menez tel projet de cette façon-là, parfois aussi ça peut re-questionner en interne sur pourquoi on fait les choses, et je pense que ça peut être très positif pour aller de l'avant, ou alors au contraire ancrer. Nous, c'est comme ça qu'on a envie de faire les choses et de pouvoir le positionner clairement, tu vois. Faut aussi se confronter. Tu sais, il y a un peu le côté. Est-ce que là, quand tu parles de soigner la toile, il y a le côté de mais Internet devrait être un safe space, un espace bienveillant. La vie n'est pas un safe space. Donc, Internet n'est pas un safe space non plus. Je pense que c'est hyper important de le rappeler. Vous aurez beau mettre en place tous les trucs que vous voudrez, il va se passer des choses. Il y aura des imprévus, il y aura des gens méchants pour être méchants, malheureusement. Et en fait, ça fait partie du jeu. Il faut s'y préparer. Il y a des personnes qui peuvent bien le tanker, d'autres qui peuvent pas trop le prendre en charge. Dans ce cas-là, il vaut mieux identifier effectivement les bénévoles que vous voulez exposer. Et je pense que c'est surtout ça, ces réflexions qu'il faut avoir. C'est si par exemple demain vous faites un... Tu vois, dans le cas de Luciole, une OP comme celle avec Luciole, ça se trouve, Luciole, elle aurait pu devenir super pote avec un ou une bénévole de l'asso, et ça aurait pu être hyper exposant pour cette personne. Et là, du coup, enjeu de santé mentale, comment est-ce que vous faites pour accompagner cette personne qui a d'un coup une exposition très importante sur les réseaux sociaux et qui va être confrontée aux commentaires désobligeants, des gens qui vont venir commenter son physique, qui vont venir commenter la façon dont elle parle, des trucs à la con qu'on trouve sur Internet, quoi. Et ça, je trouve que c'est de la responsabilité de l'asso de faire gaffe à la santé mentale de ses bénévoles, mais au-delà de ça reste je pense que c'est quand même un peu un truc à l'écart, tu vois, les aspects négatifs de collaborer avec des créateurs et des créatrices de contenu. Vous avez le même retour, vous à Nightline, vous avez vraiment un côté ultra bénéfique et pas forcément le côté négatif. Je touche du bois, on n'a pas connu de bad buzz suite à ces collabs, non, pour l'instant, pas de souci particulier. Après, effectivement, vu que ça nous ouvre à plus de monde, qui dit plus de monde dit forcément des gens qui, comme tu disais, ont pas forcément des intentions très louables derrière, mais bon, ça faut avoir, comme tu l'as dit, aussi un protocole à mettre en place pour protéger ceux qui répondent aux messages, les modérateurs, etc., les équipes, et puis signaler aussi les comportements abusifs quand il y en a qui arrivent. Nous, on n'a jamais eu à le faire, mais il y a eu un site Pharos, un site gouvernemental qui permet de signaler. Donc, il ne faut pas hésiter à s'en saisir, en fait, et à utiliser... le web, il y a plein de... Il y a plein de ressources qui existent pour se protéger, et en tant qu'asso, c'est comme toute structure qui a un compte, une visibilité sur Internet. Les entreprises, elles ont aussi un process très carré sur comment répondre aux commentaires qui vont critiquer tel ou tel produit, par exemple. Donc, il faut que les assos se préparent aussi à ce genre de choses. Ça veut aussi dire que il faut des effectifs assez forts, enfin en tout cas avoir des personnes ressources pour ces cas-là qui soient capables de gérer une grosse structure. Plus une entreprise, pour reprendre l'exemple de l'entreprise, elle est grosse, plus elle va avoir ce risque d'exposition, plus il va falloir que la personne qui répond aux commentaires, elle soit en capacité de tanker le message négatif.
Ouais, et en même temps, tu vois, si c'est sur une opération un peu ponctuelle, disons, vous avez un événement avec un influenceur ou une influenceuse et vous savez que ça va en parler quand même pas mal sur les réseaux pendant un mois. Moi, dans les assos, souvent, il y a des personnes qui sont en charge de la communication. Salut, c'est une personne. En général, c'est une personne qui est en charge de la communication. Trois, Vous êtes 3 chez Animafac, attention, ça déconne pas. Ça va être la personne qui est community manager. Il peut y avoir, pendant cette période-là, un process où on va se dire, OK, on sait que là, on va avoir beaucoup d'attention médiatique sur les réseaux sociaux parce qu'on va travailler avec tel influenceur ou influenceuse. On va vérifier que la personne qui est community manager pendant cette période-là, elle va bien. Et genre, ça peut être une responsabilité collective au sein de l'asso. C'est, je sais pas, les membres du CA ou les membres du bureau qui checkent régulièrement avec le ou la CM que tout se passe bien sur les réseaux, qu'il ou elle peut tanker les messages, qu'il n'y a rien de... Voilà. Mais je pense que c'est un peu plus facile aussi quand c'est un compte d'une asso que tu gères et quand c'est pas un compte personnel. Tu vois, parce que tu déconnectes et puis ça va. Tu te déconnectes un peu du. Voilà, c'est une institution. C'est pas des attaques personnelles, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Après, tu peux le prendre à cœur parce que c'est ton projet, c'est le projet associatif et c'est ta cause. Donc, les gens qui racontent des énormités et tout. Mais pour moi, c'est plus une question de vigilance collective pendant cette période-là, en se disant, OK, il y a quand même ce risque-là, faut pas qu'on le mette de côté. Il est possible qu'on se prenne une vague de haine qui pourrait partir de n'importe où et juste être vigilant à ça, quoi. Ouais, mais c'est ça. Enfin, c'est un truc auquel il faut quand même penser quand tu fais ces campagnes-là de com et c'est mieux, effectivement, plus la structure est grosse. Bon, à Animafac, à Nightline, on a de la chance, on a nos personnes qui sont salariées. Je sais pas comment c'est le cas à Aileron pour les réseaux sociaux et les communications. Mais c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir des personnes salariées qui peuvent... Parce que c'est des vrais métiers, en fait. C'est des vrais métiers, mais en fait, il y a plein d'assos jeunes et notamment dans les universités. Malheureusement, c'est des bénévoles Enfin, malheureusement, non, c'est très chouette, ça leur fait monter les compétences et ils apprennent plein de trucs, mais c'est aussi ces personnes-là qui ont une vie perso et qui parfois se prennent des shitstorms et n'ont pas l'accompagnement qui serait nécessaire et auquel il faut faire attention quand on se lance dans une grosse campagne de pub. Donc, quand on contacte les influenceurs, on se dit qui est-ce qu'on va missionner d'aller surveiller Internet pendant 3 semaines. Je ne sais pas comment c'est à Aileron. Si vous avez c'est une personne salariée, tu disais tout à l'heure que toi, tu étais salarié. Si c'est notre personne salariée ou pas. Moi, je suis le seul. J'ai participé un peu à créer des publications et du contenu. Mais sinon, non, c'est principalement des bénévoles sur des projets, sur des missions principales qui ont pris ça à cœur et qui nous aident à faire des publications. Mais pour l'instant, justement, on n'a pas encore de community manager ou de personnes qui gèrent intégralement la communication. Mais c'est vrai que si ça continue de grossir l'association, le compte Instagram, tout ça, il va falloir qu'on y réfléchisse sérieusement. Ouais. Et surtout, côté shitstorm, j'y ai pas vraiment pensé. Ça nous est encore jamais arrivé. On est un peu naïf, on va dire, dans ce niveau-là. Mais ça peut arriver à tout moment. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est un aspect, on le disait, Swan la toile, le projet, c'est pas de rendre l'Internet bienveillant à fond, mais en tout cas de se dire que le côté malveillant, il soit moins désagréable à vivre. Après, tu vois, j'en discutais hier avec la journaliste Camélia Kéredine, qui a créé les formats sur France TV Slash qui s'appellent Étiquette ou Saharek. Et Étiquette, le principe, c'est qu'elle mettait dans une pièce 6 personnes qui devaient choisir entre vrai et faux face à des affirmations qui étaient des clichés. Donc, elle se positionnait dans la pièce. Et donc, elle a fait des épisodes sur, par exemple, les femmes voilées, sur les personnes LGBT, des sujets qui sont très attaqués, en fait, sur la toile. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu t'es pris des shitstorms en fait autour de ces sujets-là, parce que tu peux te prendre quand même pas mal de haine. Et elle m'a dit, en fait, le format qu'on a créé, qui est un format de discussion long dans lequel il y a du débat et de la nuance, des personnes qui pensent des choses différentes, ça donne moins d'accroche aux pires trolls ou aux gens les plus haineux pour venir alimenter en haine dans les commentaires. Et donc, je pense aussi que quand on est dans ce type d'association positive comme vous pouvez l'être, la bienveillance amène de la bienveillance. Donc, vous serez quand même un petit peu moins confronté à ça globalement parce que vos messages sont positifs. Il n'y a pas de risque zéro, mais c'est quand même un des gros avantages, quoi.
C'est vrai que en théorie, tu peux dire que les messages pour protéger les animaux de la faune marine, j'ai retrouvé le bon mot, ou la santé mentale des jeunes, des étudiants, c'est quand même assez peu clivant. Mais on n'est jamais à l'abri, donc... Ouais. Nous, on peut avoir des attaques de type les jeunes, vous êtes des fragiles, etc. Oui, tu vois, ce genre d'attaque. Mais ça va pas venir des jeunes eux-mêmes en général. Ça viendrait peut-être d'une autre génération et qui n'est pas forcément sur les réseaux, nous, qu'on cible forcément. Donc, qui sont moins présents puisque Twitter, Instagram, c'est quand même principalement vos cœurs de cible, les jeunes et les étudiants qui, du coup, sont peut-être moins désagréables. Et TikTok, du coup. C'est vrai que c'est un gros outil de communication maintenant pour vous, parce que je sais que vous avez votre chaîne qui est assez active. Oui, et on a été d'ailleurs accompagnés par TikTok. En fait, l'année dernière, on a fait partie d'une cohorte TikTok for Good. En fait, le réseau accompagne des assos. C'est un programme qui est mondial. Ils ont fait ça avec des assos américaines d'abord et dans plein d'autres pays. Et il y a eu une cohorte en France l'année dernière et dont on faisait partie. Et donc ils nous ont vraiment appris à nous saisir de la plateforme pour faire des contenus pertinents pour les associations. Et ce qui était cool, c'est qu'on était... on a été dans ce groupe, il y avait plein d'assos qui faisaient des choses très différentes. Il y avait En Avant Toutes notamment, par exemple, et on a tous suivi le même accompagnement, la même formation, et on avait des conseils aussi sur les best practices, et c'était hyper intéressant. Donc même les plateformes aussi peuvent être des ressources d'accompagnement. C'est TikTok qui vous avez trouvé ou c'est vous qui avez trouvé le programme C'est eux qui sont venus vers nous en fait pour créer notre compte TikTok en premier lieu, et ensuite pour nous proposer de faire partie du programme. Ouais, précis quand même. Ouais. En fait, d'un côté, je me dis cool, et en même temps, TikTok, tu vois, ça reste un réseau social avec ses propres intérêts, et je suis là, ils vont démarcher, et ça me fait un peu tiquer, tu vois, le truc de, en fait, ils vont démarcher les assos pour leur dire de créer sur la plateforme. Ouais. Je suis un peu complotiste, tu vois, sur... Ouais, après, en vrai, quand on touche les jeunes, tu sais qu'à un moment, nous, à Animafac, on a sombré du côté... TikTok de la force. TikTok de la force aussi, parce que quand tu es une asso jeune étudiante, les réseaux sociaux qui touchent le plus, c'est effectivement, en ce moment, c'est TikTok, Twitch, de moins en moins Instagram, Snapchat... Et malheureusement, comme tu sais que tu vas y basculer, autant être accompagné, et c'est un coup de chance que vous avez. C'était mérité, je dis chance, mais vous l'avez provoqué aussi. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir cet accompagnement, de se dire comment est-ce qu'on fait marcher notre compte TikTok pour que ce soit positif le plus possible, et quel type de contenu. Je ne sais pas de quoi était composée la formation, mais ça vous a permis, je pense, d'avoir un compte TikTok qui réponde à vos besoins et à vos questions, et sans vous faire partir dans tous les sens. Plus facilement que si vous aviez lancé vous-même, à moins que tu sois une TikTokeuse cachée et que... À la base, non, mais... Voilà, tu es devenue, en fait. Tu as été formée par TikTok. Oui. Et tu sais si on peut les contacter spontanément, du coup? Est-ce que là, les assos qui regarderaient le live pourraient contacter TikTok for Good en mode on est intéressé pour être formé Ça, je sais pas, mais à mon avis, il faut y aller. Voilà, l'audace. Voilà. C'est ça, on y va. Faut tenter. En tout cas, nous, on a des très bons liens avec eux. Leurs équipes, elles sont chouettes, elles sont réactives, et oui, on se demande... tu peux avoir le côté complotiste, mais en même temps, mais il y a des fois où il faut jouer avec les règles du jeu. Voilà. Bon, mais il faut que ce soit un choix conscient, quoi. Ouais. TikTok, pour ou contre à Aileron? C'est le débat du jour. Nous aussi, on est passé du côté TikTok de la force. En fait, ça ne nous est paru évident parce qu'en plus, Lorraine, qui du coup l'influenceuse qui a le plus d'influence avec laquelle on travaille beaucoup sur TikTok. Donc c'était un peu dommage des fois qu'elle puisse pas rebalancer le compte TikTok d'Aileron. Au début, je crois qu'on doit avoir 2 vidéos et pas grand monde. On essaye aussi de voir comment ça fonctionne. Ça peut être un format intéressant. Il y a des formats longs, il y a des lives qui peuvent être intéressants. Et aussi pour partager des jolies vidéos avec une jolie musique, des fois de temps en temps, ça fait l'affaire. Donc pour l'instant, voilà, on est pour TikTok, et en fait, notre mentalité, même si moi aussi, on va dire que TikTok, je trouve qu'il y a énormément de problèmes avec ce réseau social, au niveau de la santé mentale ou quoi que ce soit. On a cette philosophie de se dire, c'est cool de pouvoir amener sur cette plateforme qui est pas forcément très saine, du contenu sain, et c'est peut-être pour ça que TikTok veut aussi mettre en avant ce genre de choses.
C'est-à-dire, les assos qui veulent transmettre des messages assez pertinents, on veut plus vous motiver, vous, que peut-être des personnes qui veulent forcer à de la consommation de produits qui ne sont pas forcément bons pour la santé, mais qui rapportent de l'argent. Toutes les petites dérives qu'on peut avoir sur TikTok, parce qu'ils fonctionnent comme ça. C'est clair. C'est devenu incontournable de la même manière qu'il y a quelques années, YouTube était devenu incontournable. TikTok, aujourd'hui, si tu veux parler à une frange 15-30 ans, globalement, ça devient vraiment l'obligation. Et quand nos publics, c'est ça, que ce soit nos 3 assos, c'est là qu'il faut aller et apprendre aussi à s'adapter, même quand on n'est pas des TikTokers nés, que c'est pas notre outil favori, on apprend à se former. Donc c'est vrai que c'est chouette qu'il y ait cette formule-là de TikTok à voir. Effectivement, je connaissais pas cette méthode-là d'accompagnement. À voir si pour les assos, il y a une possibilité d'aller contacter et de dire coucou. On a créé notre compte, on fait tel contenu. Est-ce que vous avez c'était une cohorte, tu disais d'un certain nombre d'assos cette année qui se lancent. Notamment le HCR, donc quand même une agence onusienne. Donc c'est aussi pour ça que quand on a vu... C'est quoi ? C'est le Haut Comité pour les réfugiés, c'est ça Ok. Donc l'UNHCR. Donc en fait, quand on voit aussi qui faisait partie de ce premier groupe, ça rassure. Il y a des assos quand même, voilà. Ouais, c'est des grosses structures, c'est pas après à voir. J'imagine qu'il y avait de toutes tailles, parce que s'il y avait les Nations Unies, il y avait Nightline, sans vous faire offense, vous n'êtes pas de la même taille. Et je pense qu'il y avait peut-être des assos plus petites que la vôtre, et qui du coup va voir si pour des assos de toute taille, il y a moyen d'envoyer un petit message au compte TikTok de TikTok pour leur dire coucou, est-ce que ça existe. Je pense qu'il y a des mails de contact sur leur page qui peuvent être intéressants et qui peuvent permettre de lancer, ou en tout cas d'apprendre les bons usages. Pour se protéger soi et avoir les messages positifs qui sortent, parce que comme tu disais, Julien, il y a plein de choses pas dingues sur TikTok, mais comme sur tous les réseaux, comme dans la vie. Mais du coup, autant en profiter, nous, en tant qu'asso, pour les rendre un peu mieux, quoi, comme dans la vraie vie, finalement. TikTok, c'est la vraie vie. Je trouve qu'il a complètement raison. Le fait de se dire, on décide, même si on n'est pas complètement d'accord avec la plateforme, on peut décider de faire un peu d'entrisme dessus et venir mettre des sujets de façon plus positive. Je pense que pour le coup, ça, c'est une stratégie politique pour moi, tu vois, de faire ça. Mais que je trouve très intéressante, quoi. Mais tu vois, Twitch a tous ses défauts, on est dessus, mais mais complètement. Et finalement, toi, le soir, tu apportes des sujets hyper importants. Non, mais en fait, moi, je suis complètement bien. d'accord avec ça. Je suis moi-même sur Twitch, qui est détenu par Amazon, qui est un GAFAM que je trouve absolument dégueulasse. Il n'y a pas de problème, mais je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir même ce débat-là avec les bénévoles pour vérifier que tout le monde est aligné sur le fait qu'on va sur ces réseaux sociaux-là. Parce que si tu n'as pas tout le monde de l'équipe qui est... à bord. Je vois Julien qui fait... je sais pas, ça n'a pas été vraiment voté apparemment du côté de Julien. En tout cas, Si. Ouais, je pense que ça fait du débat aussi. Ouais. Mais en même temps, pour moi, ça participe à l'éducation au numérique des gens, tu vois. Ouais. C'est de ça que tu grandis, en fait, quand tu as ce genre de débat dans des assos. En fait, on n'y va pas les yeux fermés. C'est intéressant d'avoir des points de vue différents. Ouais, on sait où est-ce qu'on met les pieds. Et parfois, on ne sait pas. Mais du coup, le fait de créer du débat dans les assos sur l'utilisation de tel ou tel réseau social, c'est intéressant. Pour se dire, en fait, la plus-value que ça va avoir, elle est vachement plus riche que la mauvaise... Enfin, en tout cas, là, ce que vous disiez depuis tout à l'heure, c'est que globalement, vous n'avez pas eu de shitstorm, de mauvais retours de vos communautés sur vos différents réseaux. C'est que ça a été très positif de vous y mettre. Et donc, c'était plutôt positif après. Alors qu'au début, j'imagine qu'il y avait pas mal de gens réfractaires. En tout cas, nous, à AnimaFac, c'était le cas. Il y avait des gens réfractaires à TikTok et même à Twitch. Hein. Et juste, ça apporte tellement, ça peut être tellement riche qu'il faut peser le pour et le contre et voir si ça a vraiment un intérêt. Pas y aller non plus pour y aller. Je pense. Non, puis y aller préparer avec des personnes dédiées qui vont travailler dessus, parce que ça sert à rien de lancer un réseau, un compte, si c'est pour qu'il meure au bout de 2 mois, quoi. Donc, c'est clair. Il faut aussi penser ça sur du temps long et être préparé, en fait. Ouais, c'est sûr. Et moi, je trouve ça normal aussi d'avoir ces débats au sein de l'asso, parce que de toute façon, ça se trouve à l'Assemblée Générale, vous allez avoir des adhérents qui vont vous aggro là-dessus en disant « Pourquoi vous avez fait ce truc-là ? Pourquoi vous avez décidé de lancer ce compte TikTok ? Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ?» Donc, c'est cool c'est un peu chiant de se retrouver devant les adhérents en disant on a eu l'opportunité, donc on l'a fait, voilà, mais on n'y a pas plus réfléchi que ça. Donc, c'est cool d'avoir ces débats-là, en fait. Ouais. C'est quand même... En fait, je pense que c'est important de se dire que c'est pas neutre.
d'aller sur certaines plateformes. Et du coup, de savoir pourquoi on y va et de pouvoir communiquer avec les adhérents sur ça, ça donne une conscience en fait globale à votre stratégie de communication. Carrément. En fait, c'est de se dire, là, on parle à tel type de public. C'est intéressant. Ouais. On a de moins en moins d'intérêt à aller chercher des communiqués de presse dans la presse écrite pour les assos qui parlent aux plus jeunes, ou d'aller sur France Inter ou d'autres radios très écoutées, Europe 1 et autres, pour n'en citer que 2. C'est vrai que là, on peut se dire où est-ce qu'on doit aller, quel type de réseau social a son intérêt. Et nous, à AnimaFac, typiquement, on s'est dit ok, TikTok, on y va. On n'a pas forcément, on a réfléchi sur du temps long et on a trouvé des contenus à faire de manière assez spontanée. Twitch, on y va de temps en temps. On y était l'année dernière avec Nightline pour un projet de plaidoyer pour une conférence, et on avait cet intérêt. On a réfléchi à ça, de se dire ok, comment est-ce qu'on fait un débat public ? On ne peut pas remplir un amphi parce que on veut parler à plus de monde que les amphis. Y a l'enjeu de la fracture numérique, mais en tout cas, on peut toucher du monde partout dans le monde via un live Twitch. Ça peut être une façon cool de diffuser un message. C'est ce qu'on fait aussi là. On parle à des gens alors qu'ils ne sont pas là et qu'on ne pourrait pas toucher directement. Je pense que c'est intéressant quand on réfléchit de se dire Nightline, on a envie de parler avec des jeunes. Aileron, on a envie de parler avec tout le monde, puisque on a envie d'avoir du soutien vis-à-vis de la protection de la faune marine, mais principalement des jeunes, puisque vos bénévoles, c'est principalement des jeunes, de ce que j'en sais. On a eu un bug lumière, pardon. Et c'est vrai que c'est une réflexion que vous avez dû avoir. Je sais pas, Twitch, vous y êtes aussi à Nightline? Il n'y est pas régulièrement, non, mais comme tu l'as dit, on a déjà utilisé la plateforme pour des événements, en fait. Plutôt, c'est plus des one-shots, parce que on en parlait avant le live, justement. C'est pas forcément pertinent pour tout le monde, et puis ça demande énormément déjà même un setup physique, rien que matériel. C'est quand même plus difficile que de faire des TikTok avec un téléphone portable. Enfin, il y a aussi ça aussi, il y a une barrière matérielle, même financière derrière. Donc mais il y a plein de trucs par rapport à Twitch. Si je peux donner un conseil par rapport à ça, vis-à-vis des assos qui envisageraient de se lancer sur Twitch, moi je vous le déconseille. Voilà. C'est un coup dur pour nous. Voilà. Non, mais en fait, c'est mieux de s'appuyer sur des streamers et des streameuses qui sont déjà sur la plateforme et qui ont votre sujet dans leur ligne éditoriale. Parce que du coup, vous allez vous adresser à une communauté qui est beaucoup plus engagée et beaucoup plus forte. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vous lancez sur Twitch avec un compte sorti de nulle part, comme là, on est en train de le faire ce soir, mais chez AnimaFac, vous avez vos propres enjeux aussi par rapport à ça. Donc, c'est spécifique le live de ce soir, quoi. En fait, le problème, c'est que vous êtes totalement invisible sur la plateforme. Et du coup, moi, c'est un truc que effectivement, je recommande pas. Ça ne sert à rien, les gars, quand vous êtes une petite asso, d'investir dans je sais pas, 3 000, 4 000 euros de matos pour faire un studio Twitch que vous utiliserez 4 fois par mois. Enfin, c'est vraiment c'est overkill. Vraiment, ça n'a pas de sens. D'autant que ce que les gens recherchent sur cette plateforme, c'est deux choses. De la personnification, de l'imprégnation, des gens qui incarnent en fait des discours et des causes, et de l'authenticité. Et tu vois, typiquement là, le genre de plateau dans lequel on est, on en avait discuté ensemble, Corentin d'ailleurs, on s'était dit, ok, on espère qu'on va trouver un plateau un peu cosy, tranquille, en mode petit fauteuil. J'avais dit, si tu peux avoir des micro-mains, on est tellement plus détendu avec des micro-mains, il faut absolument éviter le côté studio, télé et tout. On a eu plein de galères, malheureusement, pour avoir ce studio. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Mais tu vois, typical, pour du Twitch, c'est l'enfer, ce genre de truc, parce que les gens détestent le truc côté télé, froid, blanc. Ça crée pas la même dynamique de discussion que... Tu vois, moi, hier, j'étais en live avec donc Amélia, dont je parlais tout à l'heure, et on était chez moi. J'étais littéralement affalée comme ça dans mon fauteuil avec un micro-main, et je sais que t'as pas la même discussion que quand t'es bloqué derrière des micros. Donc sur Twitch, moi, je vous déconseille de vous lancer de cette façon-là. Par contre, très intéressant d'aller vous appuyer sur des streamers et des streameuses qui, en plus, ont beaucoup moins d'a priori aujourd'hui sur le milieu associatif grâce à plein d'événements caritatifs qui se sont développés sur la plateforme, le The Event, Speedon,
les subatons, les choses comme ça qui financent des causes hyper importantes depuis quelques années. Et pourquoi pas, du coup, contacter des streamers et des streameuses que vous trouvez cool pour créer des événements caritatifs aussi autour de... Là, il y a par exemple un événement qui s'appelle État Cause qui, dans quelques semaines, qui va financer le planning familial. En fait, vous pouvez tout à fait voir ça avec des streamers et des streameuses. Eux, ils sont parfois contents de pouvoir faire ce genre d'événements un peu spéciaux sur leur chaîne avec des potes ou tout seul. Enfin, ça, ils décident un peu, quoi. Mais c'est aussi une façon d'avoir une présence sur la plateforme, quoi. Carrément. Je trouve que ça, c'est un moyen malin, tu vois, de rentrer sur la plateforme, c'est d'aller voir des gens et de leur proposer un événement et pas forcément en leur mettant nos experts dans les pattes, quoi. Enfin, tu vois, pas en mode mais alors par contre, on voudrait qu'il y ait une personne avec toi en visio qui puisse répondre et parler de l'association. Enfin, en fait, laisser les streamers et les streameuses faire leur sauce aussi. Ils savent comment s'adresser à leur public. Et je pense que là, il faut lâcher un peu du lest aussi par rapport à ça, aux discours qui seront pas totalement carrés. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ça se passe aussi, c'est pareil sur Twitch, quoi. Ouais, il faut y aller un peu Enfin, c'est très bien que les assos, surtout les assos jeunes, on y va un peu au culot et on a des discours assez relâchés. Ça dépend des milieux, mais le but, c'est quand même de s'adresser à des gens de notre âge ou un peu plus jeunes. Donc de ne pas avoir ce côté ultra formaliste. Et même quand on s'est installé tout à l'heure, on disait on va se mettre un peu à la cool avec les moyens techniques. Mais en tout cas, les 40 degrés du studio. Les 40 degrés du studio. Mais en vrai, le but, c'est aussi d'avoir une discussion qui est chill et pas d'avoir ce côté hyper intervieweur où on pose les questions un peu au format TF1. Pour tout le bien que je pense des interviews télé, je pense que c'est intéressant d'avoir ces interactions beaucoup plus naturelles. Là, le cadre physique ne s'y prête pas, mais l'interaction est vachement plus riche comme ça que si vous le faites dans un cadre formel. Et c'est vrai qu'avoir les streamers, ou en tout cas les créateurs de contenu sur différentes plateformes, ça permet d'avoir ce soutien direct. Enfin, nous, c'est aussi pour ça qu'on travaillait avec toi pour les côtés techniques et les questions un peu logistiques et tout, parce que... AnimaFac, on fait 2 lives par an, Nightline à peu près pareil. Y a un intérêt à avoir des gens qui connaissent le sujet et qui peuvent répondre aux questions et pas de se lancer solo. Parce que j'ai vécu les galères dans mon coin et j'étais bien content de pouvoir dire Marie, au secours. Non, mais en plus, moi, je sais, pour avoir vécu ces propres galères-là, moi, quand j'ai monté la chaîne, quand j'ai relancé la chaîne Twitch du magazine Mademoiselle dans lequel je bossais il y a quelques années, je vois complètement à quoi on est confronté quand on doit repartir de zéro, créer une ligne éditoriale, qu'en plus on a une problématique de groupe, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul ou toute seule à lancer sa chaîne, mais que là, on va diffuser un discours sur lequel on s'est mis d'accord collectivement et il y aura potentiellement plusieurs personnes qui vont parler de ce discours-là. Enfin, en fait, c'est assez compliqué, donc faut pas hésiter à en parler, même avec des gens qui regardent régulièrement du Twitch, enfin des gens qui en consomment. Carrément. En plus, Twitch, ça reste une plateforme majoritairement dédiée aux jeux vidéo, donc arriver avec des sujets sérieux, de discussion, des trucs, des problématiques sociales et tout, forcément, c'est un petit pas de côté, quoi, par rapport à ce qui se fait sur la plateforme, quoi. Ouais, après, je trouve que c'est le cas de plein de plateformes et c'est là où il y a un enjeu associatif aussi de se dire, quand on pense à TikTok ou Instagram, on pense pas directement aux Nightline Talks ou aux reportages en mer de Aileron. On pense globalement quand même à plein de contenus un peu fast. Oui, du lifestyle, voilà. Slice of life. Qui sont pas hyper riches. Et en fait, il y a un enjeu, je pense, associatif. Et Twitch fait partie du milieu et est plus compliqué parce que ça nécessite des moyens vachement plus riches. Mais qui est intéressant aussi de se saisir pour pouvoir créer ce genre de discussion. Parce que, en tout cas, c'est l'une des seules plateformes sur lesquelles c'est possible de créer du live interactif avec des gens qui regardent et avec de l'interaction, même entre nous, là où TikTok favorise quand même pas trop ça, Instagram non plus. Et il y a un enjeu, est-ce que les assos, elles aillent aussi là, d'une certaine façon, soit accompagnées d'un streamer, d'une streameuse, soit d'eux-mêmes en ayant une grosse structure derrière qui leur permet d'avoir du contenu régulier. Il y a de plus en plus quand même je suis un peu en désaccord sur ça, il y a de plus en plus de contenu quand même plateau qui se crée sur Internet. Ouais, sur Twitch, t'as Popcorn, t'as Backseat, donc Popcorn, l'émission de Domingo, qui est une émission de pop culture. T'as Backseat de Jean Massier, qui lui parle plutôt de politique, mais c'est des formats, il a fallu
Jean, il n'est pas là pour en parler, mais il a fallu qu'il se batte pour imposer ça sur la plateforme. Et ça a commencé vraiment à décoller quand il a pu être pote. On a l'église. Ah, c'est chez Julien. C'est Julien, peut-être. Bah, félicitations aux mariés. Hein. Non, t'inquiète. C'est les aléas. C'est bucolique. Exactement, c'est sympa. Mais non, en fait, tu vois, Jean, il s'est battu pour avoir ce format-là. Et c'est au moment où il a commencé à vraiment être pote avec les streamers sur la plateforme que il a réussi à imposer son format et son sujet. Et ces plateformes-là, elles fonctionnent vraiment beaucoup par cooptation. On te valide dans la communauté, les autres streamers et les streameuses te valident. Donc c'est en ça que je dis aux assos, vous lancez pas sur Twitch, ça n'a pas de... Pas comme ça, pas avec une chaîne. Il vaut mieux le faire en intervention ponctuelle avec une personne qui parlerait de vos sujets de base. Et il y en a, en vrai, il y en a plein, en dehors de toi, qui parlent de plein de sujets. Il y a plein de streamers et streameuses qui parlent de contenu. Enfin, Manon, qui parle de vulgarisation, et d'autres qui parlent de sujets divers et variés et qui peuvent être intéressants pour vous, pour les assos, en tout cas, de se dire, bah voilà, ils parlent de tel sujet une fois, est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer un duo live ou autre pour parler avec eux ou elles pendant un live, et c'est hyper intéressant, je pense, de se saisir de ces opportunités-là plutôt que de se lancer un peu sauvagement sur la plateforme. Oui, et je pense qu'il faut éviter aussi certaines images qu'on peut avoir. Tu vois, typical, faut pas se dire on va faire comme à la télé. Déjà d'une, vous n'avez pas les moyens de la télé, donc de toute façon, ça sert à rien d'essayer de la copier. C'est clair. Et en plus, comme c'est une plateforme où l'authenticité règne, en vrai, même si votre image elle est un peu éclatée, tant que votre son il est bon, ça va aller. Et je pense qu'il faut faire gaffe, faut vraiment faire gaffe à ça. Je sais que en visio, moi je déconseille, tu vois, aux gens qui se lancent sur Twitch de faire de la visio, parce que t'as pas du tout le même type d'échange, t'as pas la même chaleur entre deux personnes qui discutent comme ça que quand tu as une personne en visio avec tous les problèmes techniques qui peuvent s'ajouter, et même le tout petit délai là, tu vois, en fait ça. La seconde. Et puis même sur, du coup, quand tu fais une visio sur Twitch, bah, tu es obligé de mettre en carré la personne avec sa webcam. Enfin, en fait, ça renvoie pas le même imaginaire, la même chaleur. Donc c'est ce genre de choses. Voilà, pas venir en mode séminaire sur Twitch. Je pense que c'est hyper important aussi. Et il y avait une question dans le chat de Douga qui demandait, aujourd'hui tout passe de plus en plus par la vidéo. Est-ce que vous pensez que les influenceurs ont eu leur rôle à jouer dans l'évolution de ces nouvelles formes de communication ? En vrai, je pense que c'est surtout la régénération de la population qui est devenue qui est plus jeune et qui du coup se saisit. C'est un truc de génération, Ouais, un truc de générationnel où on a de moins en moins envie d'avoir du papier. En tout cas, est-ce que ça a des enjeux écologiques ou est-ce que c'est juste le fait d'avoir envie d'avoir du visuel parce qu'on a grandi avec la télé et que maintenant la télé elle est obsolète et que du coup on a translaté de la télé à Internet. Je sais pas du tout. Moi, je pense pas que ce soit lié spécifiquement aux influenceurs, c'est plutôt lié aux réseaux qui ont en fait Facebook s'est peu à peu transformé en plateforme où on partageait de plus en plus de vidéos. Les plateformes, elles sont allées là-dedans aussi parce qu'il y avait du coup possibilité de monétiser les vidéos. Donc il y a un enjeu aussi monétaire derrière. Par exemple, sur Facebook, au bout d'1 minute de visionnage, une pub. Ça c'était à l'ancienne. Je sais pas si c'est encore comme ça parce que je ne vais plus sur Facebook personnellement. Mais du coup, oui, il y avait une possibilité de revenu avec la vidéo. Donc je pense que c'est comme ça que on a glissé vers la vidéo de plus en plus. Et ensuite, maintenant, on voit bien toutes les plateformes proposent une forme de roulette de vidéo là, comme TikTok en fait, avec les Reels, c'est exactement la même chose. Sur les YouTube shorts, maintenant, sur YouTube. C'est pareil. D'ailleurs, il y a un super documentaire qui est un peu glaçant, mais sur Netflix, sur l'évolution des réseaux sociaux et comment on crée aussi une addiction au contenu avec ce système de roulette en fait. Je crois que le système de scroll des vidéos a été pensé comme, c'est horrible, mais comme les machines à sous dans les casinos. Ouais. Donc je pense que c'est venu plutôt de là. C'est pas les influenceurs qui ont décidé que maintenant la vidéo c'était in, mais... Tu vois, c'est pour ça que je parlais des GAFAM tout à l'heure, c'est que l'omniprésence de la vidéo aujourd'hui, c'est du soft power de Google, Amazon, Facebook, Apple et
Microsoft. C'est des changements culturels que les entreprises de la Silicon Valley ont amenés. Et en fait, c'est très puissant. Ça veut dire que ça s'est intégré, on l'a intégré dans notre fonctionnement de société. Et c'est pas neutre. C'est en ça, tu vois, que je disais que c'est pas neutre d'aller sur un réseau, c'est que c'est participer aussi à ces changements culturels-là. Moi, je suis quand même pour à la fin, parce que je trouve qu'on a beaucoup de messages à faire passer de cette façon-là. Mais forcément, c'est bien de savoir aussi comment tu fais ça. Ouais, et puis ça touche c'est comment est-ce qu'on touche le plus grand nombre. Ça a été transformé il y a 30 ans. Le plus grand nombre, il était clairement pas touché par Internet. Il y a 50 ans, c'était peut-être pas la télé qui touchait le plus. Et en fait, petit à petit, il y a des jeux de pouvoir qui se sont mis en place. En fait, c'est ça. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on touche le plus grand nombre ? Malheureusement, il faut, ou heureusement, en tout cas, il faut réadapter nos moyens de communication. Et on a tous dit tout à l'heure, on est passé du côté TikTok de la force parce que nos publics, ils sont là. Et peut-être que dans 10 ans, nos assos, elles seront sur... même sûrement, en fait, dans 10 ans, elles seront sur encore un autre format, une autre plateforme. Il y a pas si longtemps que ça, les vidéos très très longues, c'était cool, ça faisait un peu film. Maintenant, personne n'a envie de rester fixe devant son PC pour regarder une vidéo YouTube, c'est très rare. Donc c'est vrai que je pense que c'est une gestion à laquelle on doit s'adapter. Et choisir en tant qu'asso, c'est aussi c'est une démarche politique de se dire comment est-ce qu'on accepte ou pas de jouer rentrer dans le jeu. Et il est trop dur, et c'est hyper dur de ne pas rentrer dans le jeu. En tout cas. Ouais, carrément, ça je trouve, ouais. Bien dit. Ouais, et j'ai bu après pour faire semblant que j'étais vraiment hyper sûr de moi. On arrive un peu doucement à la fin et du coup, déjà, je voulais vous remercier d'être venu parce que c'est cool. Et sauf Julien, il est pas. Sauf Julien, il n'est pas venu de Montpellier. Non, mais on va dire que c'est parce que demain, il part en mer. On va inventer un truc comme quoi il va sauver les bébés requins. Complètement. Voilà, personne ne pourra lui en vouloir, c'est l'avantage. Alors que toi, de toute façon, tu enchaînes avec le suivi des Nightlines, donc c'est bon, tout va bien. Mais en tout cas, je pense qu'il y a plein de discussions qui étaient hyper riches et qui font réfléchir. Julien, avant, on t'a dit « on n'avait pas pensé à ça pour notre asso » et j'espère que ça a aussi fait mûrir des réflexions. À Animafac de pas lancer un live sur sa propre chaîne. Moi, je suis arrivée, j'ai dit. Non, mais en vrai, c'est vrai. Et en vrai, c'est un truc auquel on a réfléchi aussi, et de se dire comment est-ce que tu hostes une émission internet aujourd'hui. C'est vrai que tu touches moins de monde quand tu es la petite chaîne d'Animafac que quand tu es hosté par des chaînes beaucoup plus grosses et avec qui tu peux créer du contact. Donc c'est vrai que ça fait réfléchir à comment est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on touche le plus grand nombre. Et je sais qu'on travaille tous et toutes avec des structures plus ou moins grosses et c'est intéressant de se dire TikTok, nous on a lancé notre TikTok à Animafac, on n'a pas du tout le même impact que Nightline, notamment parce que vous avez eu cette réflexion avec la cohorte TikTok qui vous a formé. On n'a pas l'impact de Aileron via Luciole aussi à Animafac et c'est intéressant d'échanger et de voir les bons points et les mauvais points. On a quand même vu qu'il n'y avait pas tant de mauvais points à se lancer sur les différents réseaux, ça c'est cool. Ça encourage de se dire j'ai peur d'y aller, go, à part le côté économique de Twitch éventuellement. Vous avez des formations Animafac qui sont propres aux plateformes ou pas ? Genre au-delà de comment avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, est-ce que vous faites des formations justement, tu vois, comment faire des vidéos impactantes sur TikTok, comment faire grossir sa communauté sur Insta ? Est-ce que vous avez un peu séparé ce type de formation-là ? En vrai, on travaille un peu sur ça, notamment grâce à ce projet Soigne la toile avec lequel on a travaillé pour le ministère de la Culture pour notamment enrichir le côté technique, communication des assos. C'est un projet sur lequel on travaille parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, toucher le plus grand nombre, il faut passer par des formations. Et des formations spécifiques en fait. Ouais. Et qui en plus... les organismes de formation, à part quand c'est des structures elles-mêmes qui forment type TikTok à leur propre plateforme, si c'est un formateur extérieur, il va pas forcément avoir les enjeux des associations. Donc c'est un enjeu que nous on a à Animafac en ce moment d'appréhender, parce qu'on est un peu aussi à la ramasse, donc d'appréhender nous comment est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux et comment est-ce qu'on accompagne les assos à le faire. Et on travaille aussi à l'utiliser. Enfin, on voit beaucoup de contenus, même des assos qui font des contenus qui sont pas forcément ultra éthiques et inclusifs pour tous et toutes. C'est un truc sur lequel on travaille beaucoup aussi pour se dire, parce qu'il y a de plus en plus de contenu dans tous les sens.
Voilà, là, aujourd'hui, on n'a pas de sous-titrage, par exemple, sur Twitch, on n'a pas une langue des signes. Enfin, voilà, c'est dommageable, mais en même temps, chacun avec ses moyens et ses possibilités. Ouais, mais c'est un truc sur lequel on travaille, de se dire comment est-ce que les assos, elles sont aussi, elles veulent faire des trucs super chouettes, elles ont des messages super cool, et en même temps, parfois on les véhicule de la mauvaise façon. Et ça, on y travaille beaucoup, à former les assos et à accompagner les assos à une communication plus inclusive, faire gaffe que tout soit un peu à peu près représentatif de la population et accompagne la population aussi dans les cibles. Parce que créer du contenu qui serait dommageable, enfin en tout cas qui visuellement serait dommageable, ce serait un peu dommage de la part des assos. Et ça arrive encore vachement. Ouais, sur Twitch, vous avez en plus des plugins hyper efficaces pour le sous-titrage. Moi, j'en ai un, ça s'appelle Captions. Et dès que je parle, il y a les sous-titres qui se mettent directement en même temps. Enfin, c'est des trucs, c'est très facile à installer. Pour YouTube, sur Adobe Premiere, il me semble que quand tu fais du montage, c'est pareil. Tu as même des intelligences artificielles aujourd'hui. Ouais, maintenant, avec les AI, c'est vachement... Ouais. Ça demande très peu d'efforts, effectivement, de réfléchir un peu à l'inclusivité. Mais c'est vrai que nous, là, le live, il ne l'est pas. Bravo. Mais par contre, quand il sera remis sur notre chaîne YouTube, il sera effectivement full sous-titré. Trop cool. Parce que ça permettra à des personnes d'y avoir accès. Et les vidéos courtes, on essaie de les sous-titrer au maximum aussi quand on publie et d'accompagner les assos à le faire. Je ne sais pas si vos TikTok, ils le sont, par exemple, sous-titrés ou... Il y a toujours des mots-clés à l'écran pour suivre. Et sinon, tous nos Reels sont sous-titrés sur Instagram, notamment. Et après, sur YouTube, avant, on sous-titrait toutes nos vidéos sur YouTube. Et maintenant... ça nous arrive de pas le faire parce que comme il y a les captions automatiques qui marchent pas mal en fait, si le son est clair et tout, ça fonctionne bien. C'est aussi un gain de temps énorme de pas le faire à chaque fois. Et parfois on préfère ne pas sous-titrer parce qu'on sait que les captions fonctionneront et récupérer ce temps-là pour faire peut-être plus de contenu. Voilà. Ouais, c'est aussi un avantage. Et voilà, je crois qu'on arrive doucement à la fin. Du coup, encore une fois, merci beaucoup. Merci pour l'invite. On aura touché pas des masses de monde, mais en tout cas, on aura eu des discussions intéressantes. Ça va peut-être percer sur YouTube. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant, je trouve. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, on va libérer Julien pour qu'il aille sonner les cloches. C'est son tour, apparemment, à Montpellier. Et puis j'espère qu'on pourra continuer à travailler sur des formats similaires ou autres sur le sujet des réseaux sociaux dans le futur, parce que je pense qu'il y a plein de choses à s'apporter pour les assos. Grave. Donc voilà. Bon courage les gars. Bon courage aux assos et à tout le monde pour bosser sur ça, parce que c'est un grand morceau. Ouais. Merci. Merci. Trop cool, merci, bonne soirée. Bonne soirée.